Bonjour à tous, bonjour Thierry. Effectivement, ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu, je pense que c'était aux dernières rencontres. Avant tout, je vais excuser Milan de ne pas pouvoir être parmi nous, il a été retenu. Et donc, je prends le relais pour vous parler d'une manip qui est lancée par l'AFA et qui prend une certaine ampleur. C'est très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la photométrie comme on vient de l'entendre. J'ai appris plein de trucs. C'était super intéressant. J'ai revu plein de copains poser des questions. Donc, c'est un plaisir aussi que je n'avais pas vu depuis des années. En gros, je représente l'AFA aujourd'hui et l'association s'est engagée depuis quelques mois à fond dans un programme autour des sciences participatives. Avec les volontés habituelles que vous connaissez et que vous partagez en plus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout en sachant qu'effectivement, maintenant, il y a deux demi-temps plein entièrement dédiés aux sciences participatives. Guillaume Langin au niveau journalistique, qui est là pour valoriser ce qui se fait, et vous avez pu le voir dans les 2 derniers numéros de la revue, où il y a une nouvelle rubrique qui est apparue, qui est dédiée aux sciences participatives. Et alors, on n'est pas directement uniquement dans la photométrie, mais tous les travaux qui sont faits là, qui sont présentés à la SF2A, rentrent totalement dans ce champ de sciences participatives et de sciences citoyennes. Et une médiatrice qui, elle aussi, consacre la moitié de son temps, Marie, qui consacre la moitié de son temps aussi à animer des actions de sciences participatives. Donc, je vais en présenter une en particulier qui est la première qu'on va mener et qui sera suivie pendant quelques années par de nombreux autres. L'idée est comme on le disait tout à l'heure, de mailler le territoire. Et quand je dis territoire, je néglige pas nos amis québécois qui habitent au Mexique. Plus le territoire couvert est grand, mieux c'est, on le sait tous. Et en particulier donc sur des manips de type transit d'exoplanètes, occultation par les petits corps du système solaire et d'autres à venir. L'idée, c'est de se baser sur le réseau qui a été structuré par l'AFA avec les écoles d'astronomie, les clubs et un certain nombre d'utilisateurs de télescopes de dernière génération, tout ce qui est les instruments type EVscope, alors qu'ils présentent pour les puristes un certain nombre de défauts, parce qu'ils sont un peu trop presse-bouton, on peut partager ou pas cet avis, mais qui permettent de produire des résultats et des mesures. Et somme toute, il y en a un certain nombre et ça va permettre sans doute d'accréter un certain nombre d'observateurs qui sont moins pointus techniquement et scientifiquement que tous les gens présents aujourd'hui, mais qui ont tous vocation à le devenir et à apprendre. On est là pour transmettre nos savoirs aussi. Thierry m'a appris des milliards de choses parce que c'était un ancien déjà quand j'ai débarqué dans le milieu. Il m'a appris plein de choses, il a transféré plein de connaissances et aujourd'hui, c'est à notre tour de donner. Notre but aussi, c'est effectivement, on a ce réseau, mais c'est d'élaborer et de dispenser des formations là-dedans, en théorie, en observation, en traitement des données. Je dirais le traitement préliminaire avant d'envoyer un chercheur. On n'a pas vocation, ni les uns ni les autres, à remplacer ce que peut faire un chercheur. Et on n'a pas son niveau scientifique forcément, et aussi de valoriser ce qui est fait, et pas uniquement ce qui va être fait sur notre réseau. Dans le dernier numéro, on parle de Fripon, dans le numéro précédent, on parlait d'autres manips. Toutes les manips intéressantes et pertinentes qui ont lieu, qui existent et qui sont réalisées, ont vocation à trouver une place dans cette rubrique. C'est 4 pages dans la revue, c'est pas négligeable, elle est tout de même beaucoup lue et bien diffusée.
l'idée, c'est aussi de valoriser le travail des uns et des autres et en même temps de faire connaître les besoins des uns et des autres. Ça peut être aussi de l'appel à projet, de l'appel à idées, de l'appel à collaboration. Je suis en train d'observer ça, mais c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'ai des risques de pas beau temps. Est-ce que, voilà, d'accréter plus de monde et en y consacrant effectivement la force d'une personne qui travaille sur le sujet à plein temps. Donc, il y a cette force-là qui désormais est mise au service de tous nos et de tous vos programmes de sciences participatives. Donc, il y a la rubrique dans Ciel Espace, voilà, je vous l'ai montré. Hein, là, ben, voilà, c'est par exemple le dernier numéro avec où on parle de Fripon. Donc, on est sur un domaine qui n'est pas celui de la photométrie, mais où on est quand même sur un domaine de la science citoyenne, de la science participative, même si elle est moins technique, moins observationnelle que celle qu'on pratique aujourd'hui, qu'on pratique ici. Voilà, la première initiative qu'on lance, qui elle est concrète, l'idée c'est d'observer le transit sur une exoplanète qui s'appelle BOAS 148b. C'est un projet qui est piloté par Guillaume Hébrard de l'OHP, de l'IAP. C'est une exoplanète un peu particulière, donc il y a un intérêt spécifique parce que il y a plus, enfin c'est pas une, c'est un système d'exoplanètes justement, avec potentiellement des effets mutuels entre les planètes qui tournent autour de cette étoile. Donc c'est un vrai sujet d'intérêt scientifique, avec la volonté de multiplier le nombre de mesures et donc d'apporter pas mal de data pour essayer de quantifier ces effets réciproques. Et c'est ça qui intéresse Guillaume. Là, on n'est pas dans je confirme la 112e exoplanète ou j'essaie d'observer. Là, on est vraiment dans je produis des mesures qui seront exploitées et qu'on souhaite exploitables et qui seront exploitées. Donc, elle a été découverte en 2019 par Guillaume, avec l'aide d'astroamateurs d'ailleurs. Et effectivement, c'est la première planète connue qui transite devant une étoile dont la période varie sous l'affluence d'une deuxième planète. Donc, l'idée, c'est de connaître un peu les influences réciproques pour mieux comprendre ce système et mieux contraindre, entre autres, les masses des systèmes et leurs formes. Donc, il y a un transit assez facilement observable fin juin, du 26 au 27 juin. Alors, j'en profitais pour faire de la pub après. Hein. Je ne vais pas me priver parce qu'il y a plein d'observateurs ultra qualifiés à qui je parle aujourd'hui. Si vous voulez vous joindre à la manip, il y a de la place. C'est une manip sympa qui va être rigolote avec un chercheur qu'on connaît bien tous, qui est sympa aussi. Et il y a vraiment de quoi faire et vraiment de quoi produire de la data qui sera exploitée rapidement et avec une vraie vocation. Donc, tous les observateurs qui sont en train de m'écouter, et il y en a plein, si vous souhaitez vous joindre à la manip, il n'est absolument pas trop tard. En plus, vous éviterez les formations de base, donc vous aurez tout gagné. Voilà, je vous montre la planète et l'étoile en question. Hein. L'étoile dans l'image en bas à droite est cerclée de noir. Celles qui sont cerclées de rouge sont justement les étoiles de référence, pour reprendre ce qui se disait il y a quelques instants. Elles ont le bon indice de couleur, elles ont la bonne magnitude, vous voyez qu'elles ne sont pas trop loin en magnitude de la cible, elles ont tout ce qui va bien. Ça, c'est Guillaume qui nous a donné les étoiles de référence qu'il souhaitait voir utilisées, une fois de plus pour contraindre un peu la qualité scientifique de la mesure qui va être faite, et pour qu'on ne s'appuie pas par erreur sur une étoile variable ou avec un indice B-V complètement délirant, parce que c'est quand même long un transit d'exoplanète. On n'est pas dans le cadre. Une question là sur ce champ. Oui. Est-ce que tu as la taille du champ là? Là, de mémoire, non. Il faudrait que j'ouvre le HeaderFix pour regarder.
De mémoire, c'est l'image qui est faite je crois que elle est faite au 80 à l'OHP. C'est un champ assez réduit, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est pas. J'ai mis l'image très grand champ à côté pour qu'on sache à peu près où c'est dans le ciel. Là, le champ exact, je l'ai pas. Faudrait que je change d'étage et de machine pour ouvrir le kit, pour vous dire ce qu'il en est. Quoique, je crois que j'en ai ouvert un avec les SAO images. Je vais regarder si j'arrive à voir le. Ça fait un certain temps que je n'ai pas utilisé SAO images, donc je ne sais plus comment on sort le header, display header. Voilà. Est-ce que j'ai de la formation là-dessus? Est-ce que c'est bien compris? Alors, j'ai la date. C'est une observation qui date de 2017. La caméra, c'est une Atik 460. L'acquisition, c'est du au-delà. Donc, on revient sur les logiciels cités tout à l'heure. Hein. Mais attendez, je vais peut-être changer mon partage d'écran, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir l'en-tête. Hop, ici. On voit très bien on le voit Vous très voyez, bien. Oui, vous le voyez. on le voit très bien, Patrick. Bon, ben, c'est parfait alors. Donc voilà. Donc je ne vois pas le champ. Donc nos amis professionnels ne remplissent pas toujours exactement comme il faut leurs en-têtes. Donc non, je n'ai pas d'idée du champ. Je suis désolé. Il faudrait que je refasse l'astrométrie sur une des images pour voir le champ. Il n'y avait pas Vega avec M92 dans l'image? Oui, mais là, on est à grand champ, quoi. Là, on est vraiment. Parce que là, ça fait 15 degrés, ça, à peu près. Non, mais oui, non, mais là, voilà. Ce qu'on observe, c'est dans la cible, quoi. Ouais. C'est dans la cible. L'image en bas à droite, je pense qu'elle fait quelques minutes d'arc. Oui, c'est peut-être 1 minute par 1 minute dans ces eaux-là, hein, quand on voit la taille des étoiles. Voilà. L'ordre de grandeur, c'est ça. Hein, c'est quelques minutes d'arc. Hein. On n'est pas sur du très grand champ, justement, là-dessus. Hop, voilà, bon. Je vais pas refaire le cours sur les transits. Hein. Ça, c'est un PowerPoint qui a vocation à être un peu généraliste. Ce que c'est que la détection par les transits, voilà. Jupiter devant le Soleil, c'est un dixième de diamètre, donc c'est 1% d'intensité qui disparaît. Donc le flux relatif baisse de 1 ou 2%. C'est 1% d'éclairement. Hein, si tu avais suivi oui, le cours, voilà. Tu ne changes pas l'intensité. C'est oui, de l'éclairement qui change. Oui, tout à fait. Merci pour la précision, Thierry. Donc voilà. Il existe déjà une communauté d'observateurs. Hein, par exemple, voilà, en Ardèche. Et vous tous, n'arrêtez pas d'en parler. La communauté existe. L'idée, c'est effectivement pour nous d'augmenter le nombre d'observateurs. Déjà, on augmente la probabilité météo. On augmente aussi la disparité géographique. Alors, sur un transit d'exoplanète, ça n'a pas trop de sens, mais sur des petits corps du système solaire, avoir des observateurs entraînés répartis sur toute la France et en plus grand nombre, là, ça a un vrai sens, puisque on trace plus de cordes, hein, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 200 inscrits pour participer à cette première tentative d'observation fin juin. Donc, c'est plutôt un nombre qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui s'inscrivent. Alors, tous ne vont peut-être pas participer, tous n'auront pas du beau temps, mais autant de personnes et donc un très grand nombre de complets inconnus. Il y a, de mémoire, il y a une trentaine de possesseurs de Vescope qu'on ne connaissait pas. Donc, ce sont des tout petits instruments quand même, mais qui, on le verra un peu plus tard, peuvent donner les résultats. Sont prêts à participer à des manifs de sciences participatives et à produire de la donnée qui a un intérêt scientifique. Donc ça, c'est le premier résultat. Moi, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à avoir quasiment 200 inscrits, quoi. Honnêtement, j'étais loin d'imaginer ça.
Donc, il y a un forum, hein, forcément, qui est dédié à ça, qui est sur Discord. Donc, Discord, c'est l'espace. Et puis, il y a une partie discussion sur WASP 148. En profitant aussi d'un réseau d'ambassadeurs, c'est le nom que Vescope a donné à des animateurs ou des amateurs un peu pointus qui leur servent un peu de VRP astro, on va dire, et qui participent à l'animation du forum, qui répondent aux questions, qui animent un peu tout ça, et c'est bien dynamique. Ça me ramène dans mes souvenirs au premier jour de Aude, quand je vois les questions qui sont posées, les réponses et la dynamique qu'il y a. Ça me ramène un peu au tout début de Aude. Alors, il y a eu une petite campagne de test au mois de mai, parce qu'il y a eu un transit. Alors là, je me suis permis de piquer deux courbes dans un rapport qui a été fait par Guillaume et par deux observateurs en haut à Troyes au centre-ville sur un petit EV-scope et en bas sur le 40 cm de la coupole Chaumas à l'observatoire de Nice. Donc tous les deux dans des conditions de pollution lumineuse aussi abominables l'une que l'autre. Alors voilà, on voit quand même que la détection et la mesure est possible, y compris avec ces tout petits instruments que sont les EV-scopes. Alors, vous noterez pour les plus spécialistes que les barres d'erreur, forcément, ne sont pas les mêmes. Avec le V-scope, hein, on a des barres d'erreur énormes et une dispersion des mesures énorme, beaucoup plus importante que ce qu'on peut observer sur le 40 cm qui est à Nice. Mais c'est tout de même possible. Et l'accumulation d'un certain nombre de résultats et d'un grand nombre de résultats va rendre ces mesures bruitées exploitables. Donc ça, ça montre la vraie valeur de ces tout petits instruments pour cibler une étoile qui, de mémoire, est autour de la magnitude 12. C'est pas un phare, mais c'est pas une étoile ultra faible non plus. Derrière, effectivement, on a mis en place un certain nombre de formations. On a beaucoup de gens qui sont nettement moins bien formés que tout le monde ici. Donc, un premier webinaire théorique. Alors, webinaire, forcément, confinement, machin, et puis dimension nationale. Donc, le séminaire en présentiel n'est pas envisageable. Donc, avec à la fois Guillaume Hébrard, qui est quand même le chercheur référent et le porteur de projet, et M. Marchid, qui est le directeur scientifique du Mistela. Un deuxième webinaire plus pratique avec des conseils d'observation. D'un côté, Jean-Luc Dauvergne, que vous connaissez bien, et de l'autre côté, Bruno Guillet, qui est un possesseur de VSCOP. Vous pouvez me demander pourquoi on met le paquet sur le VSCOP, c'est une bonne question. C'est une communauté de gens qu'on n'est pas capable, nous ici autour de la table. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, on se connaît depuis 5, 10, 20, 30 ans pour certains, avec une montée en compétences progressive pour tout le monde, énormément d'efforts de formation, d'efforts financiers aussi pour s'offrir nos instruments. Là, on s'attaque à des primo-entrants. Et donc, on s'ouvre sur un public qu'on était jusqu'à présent incapable d'atteindre. Donc, c'est la raison première de s'intéresser à ces possesseurs d'instruments qui sont un peu libérés de beaucoup d'aspects, tous les aspects de pointage, de calibration, etc. Parce qu'en gros,
pour mener l'observation, ils appuient sur un bouton, les images sont traitées en automatique et ils ont quasiment tout de suite les résultats. À nous, maintenant, les faire monter en compétences, les accréter et qui deviennent des vrais passionnés. Ils sont déjà passionnés parce qu'ils ont investi quand même quelques milliers d'euros dans leur matériel, mais de monter un peu plus en compétences techniques. Mais du coup, pour commencer, ils peuvent commencer sans avoir eu les années et avoir suivi tous les séminaires qu'on a tous pu suivre à Carcassonne, aux rencontres, au machin, à la SAF, bien évidemment, etc. Donc voilà, on élargit le public, on élargit le nombre d'observateurs potentiels. Et enfin, une troisième donnée, un troisième webinaire qui sera… alors, le premier est passé, le deuxième aura lieu lundi et le troisième aura lieu le 14 juin, où on va parler des outils, des méthodes de déploiement, puisque l'objectif, c'est d'envoyer à Guillaume des courbes de lumière en flux relatif. Hein. Donc, la donnée brute qu'on fournit aux chercheurs, c'est la courbe de lumière dans cette opération. Et donc, on va le faire à la fois de mon côté et on va partager l'information avec Tonton Daniel Verillac. Alors, Tonton, c'est son pseudo sur le Discord consacré à l'opération. Et voilà, là, le but, c'est d'être un peu plus concret sur l'analyse de données, certains soins apportés au niveau… Enfin, d'abord, la méthode toute simple de traitement, hein, quel logiciel, sur quel bouton cliquer. Pareil, on a des vrais débutants. Et les soins apportés au pré-traitement, tout ce que vous connaissez par cœur. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et voilà, j'en ai fini pour cette présentation courte, puisque par définition, c'est la première manip et qu'elle aura lieu le 26 et 27 juin. Et donc, je n'ai pas de résultats à vous présenter. Donc, ce sera pour l'année prochaine où je pense qu'on sera capable, je le souhaite, de présenter des centaines de courbes de lumière qui vont concerner des dizaines d'étoiles ou l'astéroïde. Pour l'instant, voilà. J'ai pas autre chose j'ai pas de résultat. Très bien, merci Patrick. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement par rapport à cette campagne d'observation et sinon, donc on va parler justement là, du traitement des données et des différents logiciels pour les adapter au transit. Bon, s'il n'y a pas de questions, Patrick, tu arrêtes le partage d'écran peut-être, et puis c'est fait. En plus, ça peut aussi permettre à des personnes d'intervenir là en allumant leur caméra. Et j'invite tous ceux qui sont présents, s'ils le souhaitent, vous allez sur le site Info Astronomie, vous trouverez le bon bouton. Je ne vais pas mettre un lien en gros sur l'écran. Hein. Non, mais c'est pas… L'objet est dans Hercule, donc ça va même passer au zénith, donc c'est très facile à voir. Oui, tout à fait. Il faut observer pendant toute la nuit. C'est vraiment un phénomène à la fois lent et où on va voir, comme on l'a vu ce matin, aussi toute la problématique de la masse d'air qui change tout au long de la nuit et qu'il va falloir traiter parce que finalement, on va avoir des courbes de lumière qui vont être d'abord modulées par la masse d'air et la transmission atmosphérique. Mais en même temps, voilà, cette transmission pratique relative sera la même sur les étoiles de référence. Voilà, je fais juste un complément par rapport à ce qu'a écrit justement Daniel dans le chat. Le champ est à peu près 10 minutes par 10 minutes, précisément de 8,7 par 7,1 minutes d'arc, le champ que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait un tour dans Aladin, on voit effectivement très bien ces 3 étoiles de référence dans le champ standard d'Aladin quand on va chercher WASP 148. Oui, elles sont faciles.
J'ai une question complémentaire. Je suis un peu flemmard. Je n'ai pas envie d'aller chercher la phase de la Lune pour le 25 au 26 juin. Tu as ce renseignement? Elle est bonne. Elle est bonne, ok. Non, elle n'est pas bonne. Non, non, Elle est pas. Non, mais elle est bonne. On n'est pas en nouvelle lune, là. Non. Dis pas ça. Oui, mais on est loin en temps. Ah oui, on est loin dans le champ, mais on a un fond de ciel qui va être très, très présent. Hein. Voilà, oui, on aura du fond de ciel. Non, c'est pas mais bon. Et on va avoir un fond de ciel qui va changer de couleur pendant la nuit. Oui, la difficulté est là surtout. Faites attention à ça. Oui, c'est surtout le changement de couleur. Quand je dis qu'elle est bonne, on est sur des champs de 10 minutes, donc le gradient est quand même pas important. Et on n'est pas proche de la Lune, vu l'endroit où est située l'exoplanète. Donc, on n'est pas dans l'éblouissement immédiat. Mais effectivement, par contre, le fond de ciel sera variable. Donc, il y a un vrai soin à apporter à la photométrie. Mais ça, de toute façon, si on veut du centième de magnitude, il faudra apporter un vrai soin à la photométrie. Très bien. Merci, Patrick.